Salut, c'est Thomas Rozek. Depuis quelques années, on a assisté dans le langage médiatique à ce qu'on appelle, je crois, un glissement sémantique, ce moment où un terme connu de tous change de sens, trouve une nouvelle définition. C'est le cas du mot « revenant ». Dans nos esprits, désormais, les revenants et les revenantes, ce ne sont plus vraiment des fantômes, mais plutôt celles et ceux qui, partis faire le djihad en Syrie pour la plupart, ont réussi à en revenir et doivent désormais faire face à leur choix. Ces revenants et ces revenantes, ils posent des questions de société, de politique, de justice, de famille, avec évidemment des degrés de variation en fonction des profils des uns et des autres. Ce maillage complexe, il est au cœur notamment d'un documentaire tout récent auquel sera consacré notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Ce documentaire, il s'appelle Le prix de la déraison. Il est disponible en replay sur le site de la chaîne LCP. C'est ma consoeur belge Safia Kessas qui l'a réalisé et elle y suit en toute logique une revenante belge, Julie, partie début 2015 rejoindre un djihadiste en Syrie en emmenant avec elle sa petite fille de 5 ans. Elle n'y est restée que quelques mois, le temps de comprendre son erreur, puis de rentrer donc, d'être emprisonnée et de tenter de se reconstruire. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'ai demandé à Safia Kessas de me raconter comment elle en était arrivée à cette histoire. En fait, ça a commencé, cette histoire, elle a commencé il y a longtemps. Elle a commencé il y a 9 ans, en fait. Parce qu'en Belgique, on a vu apparaître des mouvements néo-salafistes, c'est comme ça un peu qu'on les appelle, des jeunes mecs qui sont nés ici, et puis tout à coup, tu les vois se balader dans le centre-ville, habillés comme au temps du prophète. Donc on voyait des gars un peu différents se visibiliser beaucoup. Donc faire des actions un peu coup de poing devant l'Atomium en disant qu'ils étaient ici chez eux et qu'ils étaient pour la charia et ce genre de choses. Et donc moi, ça m'a beaucoup interpellée et en fait, je suis rentrée en contact avec eux et ce mouvement s'appelait à l'époque Sharia for Belgium et il a une réputation internationale parce que c'est en fait via ce mouvement et ces jeunes-là en particulier que de nombreux jeunes sont partis en Syrie. Et en fait, moi, je ne savais pas que c'était la porte d'entrée vers la Syrie que je filmais à l'époque. J'ai filmé plutôt des jeunes salafistes qui avaient des revendications et qui faisaient exactement tout ce que nos parents nous avaient appris, c'est-à-dire quand tu es un enfant d'immigré, en gros, tu fermes ta gueule et tu es discret. Et là, en fait, c'était des gars qui revendiquaient dans l'espace public et qui faisaient des trucs qu'on voyait que du côté outre-Manche, ce qu'on appelle par exemple du street dawa. Tu vois, tu montes sur une petite caisse et puis tu harangues les foules. Donc ils étaient en train d'insuffler une toute nouvelle culture. Donc j'ai fait ce premier opus qui passait aussi en France d'ailleurs. Et à la fin, quand mon film est passé, c'est pas de ma faute, mais le leader en tout cas est allé en prison. Les autres étaient déjà partis en Syrie. Et puis j'ai fait un deuxième film sur les mères de djihadistes qui étaient restés ici. Là, c'était un 52 que j'ai fait entre 2013 et 2015 où j'ai commencé à filmer. Au départ, c'était une association de parents où les parents étaient 2. Et puis, à la fin du film, au bout de 2 ans, il y avait une vingtaine de parents autour de la table. Donc, on voyait que le phénomène était en train de grandir. Et j'ai essayé un peu de démonstrifier ces femmes qui étaient beaucoup, beaucoup culpabilisées dans la société, puisqu'on les pointait comme responsables du fait qu'elles avaient foiré un peu l'éducation de leurs gamins sans mettre en évidence les causes sociétales. Donc, c'est un peu le travail que j'ai fait avec elles. Et puis, de fil en aiguille, quand ce film est sorti, j'ai cherché pendant 1 an des revenants, une revenante. Et une des mères que j'ai filmées m'a mise en contact avec la mère de Julie qu'on voit dans le film. Et j'ai communiqué avec Julie quand elle était encore en prison. Et elle avait vu mon film sur les mères de djihadistes. Voilà, ça l'avait rassurée. Et elle avait envie de témoigner de son expérience au départ. Et puis ensuite, elle voulait témoigner comme exemple de réinsertion. Pour éviter à d'autres que ça arrive, quoi. Donc voilà, c'est une histoire un peu qui a commencé entre deux eaux, quoi, avec des mecs qui avaient l'air un peu chelous comme ça, un peu marrants, mais qui en fait étaient très radicalisés. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à Julie. Après, les mères de djihadistes qui parlaient de leur enfant qui était mort en Syrie. Je voulais m'intéresser aux vivants, quoi, ceux qui revenaient et comment ils allaient s'en sortir ici. C'est qui Julie ? Alors, Julie, c'est une jeune femme, une mère célibataire qui
qui rêve d'un idéal, qui rêve d'une société parfaite où elle pourrait vivre une sorte d'islam authentique. Et elle va croire en ses chimères, se couper de tout ce qui l'entoure, de tout ce qui la ramène au réel, et partir en Syrie, rejoindre cette chimère, se rendre compte très vite qu'elle s'est trompée, trouver par tous les moyens possibles et inimaginables le chemin de retour en Belgique, et vivre aujourd'hui avec cette étiquette ancienne djihadiste ou revenante. Elle vient de quel genre de milieu? C'est quoi son origine à Julie? Elle vient en fait moi c'est comme ça que je la présente. En général, je dis qu'elle est issue d'un couple mixte, mais en Belgique, c'est d'une mère flamande et d'un père wallon, et qui sont tous les deux athées. Et d'ailleurs, voilà, ça les gêne pas trop de bouffer du curé à table. Donc, elle n'a pas vraiment été élevée dans un rapport, je dirais, respectueux. En tout cas, voilà, un rapport à la religion qui soit constant dans sa famille, donc pas du tout. Ses parents sont issus vraiment de la classe moyenne, ils travaillent tous les deux, ils ont une petite maison à la frontière française. Et en fait, Julie, c'est l'aînée de la famille, et c'est quelqu'un qui, on le sent, qui cherchait des limites. Et d'ailleurs, elle l'explique dans le film, quand elle s'est convertie, elle trouvait que c'était vachement bien l'islam qu'elle a découvert à l'école, parce que ça fixait un cadre de vie, ça fixait des limites. Et c'est quelqu'un qui aime bien se confronter à ses limites. Alors, elle s'est progressivement radicalisée, c'est-à-dire qu'au départ, elle s'est convertie à l'islam, point barre, et elle avait 19 ans. Et puis, au fur et à mesure, plus tard, elle a décidé de porter le voile, et puis elle a fait des rencontres, et puis elle s'est radicalisée, puisque en même temps, elle a choisi Molenbeek comme endroit où atterrir. Et donc voilà, Julie vient vraiment d'une famille typique, classe moyenne, sans histoire, qui, contre toute attente, est confrontée à un phénomène qui la dépasse complètement. Ce qui frappe quand on voit le film, c'est c'est un peu le cas typique de la conversion, quelque part. Elle incarne d'une certaine façon ces jeunes occidentaux qui ne sont pas de culture musulmane du tout, mais qui se tournent vers cette religion parce qu'ils sont en quête de sens. On comprend bien que c'est ça qui manque dans sa vie quelque part. Il manque du sens, il manque de la spiritualité. Effectivement, en revoyant le film et en réécoutant aussi des rushs, on se rend compte que c'est vraiment ça, quoi, que ces jeunes cherchent. C'est un idéal. J'ai aussi envie de dire, un idéal, mais aussi en même temps un peu la facilité, quoi. Parce que je pense qu'ils étaient aussi un peu persuadés que l'État islamique pourvoir à tous leurs besoins, tu vois. Et ça, c'était quelque chose qui était que j'ai pas décelé tout de suite. Après, il y a la recherche de la spiritualité. En même temps, je dirais que oui et non, parce que en tout cas dans le cas de Julie, parce que je veux pas généraliser, j'ai pas senti non plus qu'elle s'était vraiment creusée pour se cultiver par rapport à la religion musulmane, et qu'on lui avait expliqué 2-3 choses basiques, qu'elle s'en contentait. On lui avait dit aussi qu'elle devait absolument faire ce qu'on appelle cette hijra, ce retour au pays authentique que tout musulman doit faire à un moment donné dans sa vie s'il en a l'occasion. Mais voilà, ça n'a pas été plus loin, et en fait on se rend compte que c'est aujourd'hui, en s'intéressant au soufisme, en lisant, etc., qu'elle voit autrement sa religion. Donc à la fois il y a effectivement une quête de sens, une volonté de vivre un islam authentique idéal, et en même temps de pas trop se casser la tête. Donc je suis partagée par rapport à cette version-là, ou à ce concept-là, quoi. Le film démarre en 2017, il va jusqu'à 2019. Quand on commence cette histoire, elle en est où? On est 2 ans après son retour de Syrie. Alors, quand on commence cette histoire, elle a fait au total, elle a été condamnée à 36 mois de prison, elle en a fait 18. Et quand je la rencontre, en novembre 2016, elle vient de sortir de prison, et elle est dans une situation qui est juste apocalyptique. D'abord, elle est très, j'ai envie de dire, presque un peu sauvage après ce qu'elle a vécu. La prison, en tout cas, l'a vraiment pas aidée. La prison, je dis pas que ça a renforcé sa radicalité, mais en tout cas,
ça l'a pas confortée à changer par rapport au système, parce que elle a vécu beaucoup de remarques islamophobes, etc. en prison. Donc elle sort de là quand même bien atteinte psychologiquement, et il n'y a pas grand-chose qui l'attend à la sortie, quoi. Elle ne voit plus sa fille parce que tout le monde s'en fout, personne répond à ses courriers, personne répond à rien. Donc elle essaye d'avoir des nouvelles de sa fille, elle écrit, elle veut savoir si voilà, elle réussit à l'école, si elle va bien, mais elle n'a aucune réponse à ses lettres, hein, alors qu'elle a quand même des droits, hein. Elle n'a pas de carte d'identité pour l'instant, elle n'a pas le droit d'en avoir à ce moment-là. Elle n'a aucune aide sociale, donc pas de SMIC, rien pour subvenir à ses moyens, à ses besoins. Et en même temps, elle doit remplir plein de conditions qui sont assez contraignantes et qui sont liées à sa sortie de prison. Donc elle est vraiment dans un nœud, quoi. Et donc c'est en fait cette solidarité familiale qui va faire que elle va se relever pas à pas de cette situation qui est assez noire, en fait, où il n'y a pas beaucoup d'espoir. Et donc moi, je la rencontre et je commence à prendre des contacts pour voir où en est son dossier, essayer de comprendre où elle en est. Et effectivement, le fait qu'autour d'elle, il y ait de l'attention médiatique commence à faire que certaines choses vont un peu se débloquer et revenir à la normale. Comme le fait que de nouveaux contacts vont pouvoir se tisser avec sa fille, le fait qu'elle va pouvoir toucher un revenu minimal, et voilà, ce genre de choses en tout cas. À partir du moment où tu as une journaliste qui enquête sur sa situation, je dis pas que tout a changé grâce à nous, mais en tout cas ça a permis de débloquer certaines choses, quoi. Tu l'as mentionné, la famille de Julie est extrêmement importante à la fois dans sa vie mais aussi dans le film. Ça interroge vraiment sur la place et l'impact que ces trajectoires de vie-là, ces gens qui choisissent de partir en Syrie et qui reviennent, va avoir sur leur entourage. Et notamment là, ça pose la question des grands-parents. Enfin, c'est compliqué parce que les grands-parents ont assisté de façon assez impuissante au départ de leur fille et de leur petite fille en Syrie. Ils ont quand même dénoncé leur fille auprès des services de police avec qui ils étaient en contact tout le temps jusqu'à ce qu'elle revienne. Et en fait, ils étaient dans un rapport où ils étaient vraiment dans une forme de collaboration et de transparence avec la police, ici en Belgique. Et du jour au lendemain où Julie est revenue, il y a eu une rupture avec les policiers avec qui ils étaient en contact. Et des promesses que eux disent qui ont été faites, c'est-à-dire qu'ils pourraient parler à Julie, qu'ils pourraient lui remettre un sac, etc. Et ça a créé, si tu veux, le fait qu'ils aient été mis au banc quand Julie est revenue, que tous les contacts ont été coupés, qu'ils n'ont pas pu parler à leur fille, qui n'ont pas pu prendre dans leurs bras leur petite fille, etc., parce qu'ils pensaient qu'ils allaient récupérer la garde de la petite. Mais tout ça fait que finalement, ils ont été aussi en rupture avec la société. Ils étaient livrés à eux-mêmes. De nouveau, tu vois, des gens hyper ordinaires qui sont dépassés par une situation complètement nouvelle, quoi, et auquel finalement... D'ailleurs, on voit dans le film, même la justice y répond de façon hyper prudente. Donc le fait d'avoir eux-mêmes été marginalisés à un moment fait qu'ils se sont embarqués avec leur fille dans le même combat, et cette proximité-là fait qu'ils payent aussi cher que leur fille presque, puisqu'ils n'ont pas accès à leur petite fille. Parce qu'on sait très bien que s'il y a des contacts qui vont se tisser avec les grands-parents, enfin j'imagine, il y aura tout de suite des liens qui vont se faire avec la mère. Enfin, tu vois, il y a comme ce qu'on appelle chez nous un melting pot, tout est mêlé. Et ce soutien indéfectible à leur fille fait que ils sont toujours à la marge, en fait. Oui, ouais, et puis il y a une forme d'humiliation aussi. On le sent dans leur témoignage quand ils disent on nous dit qu'on n'est pas digne d'être grands-parents. Il y a effectivement en tout cas, c'est comme ça qu'ils le ressentent. Je crois que ce sont des gens qui sont pas du tout calculateurs. Et donc, quand ils parlent à un expert, j'imagine, quand ils parlent à un expert psychiatre qui est mandaté par la juge pour savoir s'ils ont le droit ou pas de revoir leur petite fille, quelque part, on le voit aussi dans le film, leur franc-parler
par rapport, je sais pas, à des histoires familiales, par rapport au père de la petite, etc., fait que finalement, il continue à payer le prix fort et que la justice n'a pas encore envie de leur faire confiance, quoi. Et c'est vrai que c'est absurde parce que ils ont d'autres petits-enfants qu'ils élèvent et avec qui ils passent beaucoup de temps et ça se passe très bien. Et ils ont effectivement élevé 4 enfants et donc il y a une forme d'absurdité parce qu'il y a des contacts qui sont noués entre Julie et son enfant, même si c'est que une fois toutes les 3 semaines. Mais par rapport aux grands-parents, il n'y a rien du tout, rien du tout, rien du tout. Et c'est vrai que ça, c'est extrêmement dur et ça fait 5 ans que ça dure. 5 ans. Donc, même quand tu as des criminels qui ont commis des actes délirants, l'entourage n'est pas puni de la même façon, quoi. Et ça, j'ai du mal à me l'expliquer, à part le fait qu'ils se désolidarisent pas du tout de leur fille, quoi. C'est pas qu'ils soutiennent le fait qu'elle soit partie en Syrie, pas du tout. Mais voilà, je veux dire, ce soutien indéfectible, je pense, les impacts. Ce qui est marquant aussi au cours des 2 ans que toi tu as passé à suivre Julie, c'est le nombre et la multiplication des procédures judiciaires et des instances devant lesquelles il faut qu'elle apparaisse pour justement faire évoluer sa situation, sans grand effet d'ailleurs, parce que sa situation évolue finalement assez peu au fur et à mesure. C'est aussi lié à la complexité de son dossier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est non seulement parti en Syrie, mais qui est parti en Syrie avec sa fille. Donc il y a plusieurs instances, il y a plusieurs affaires. Il y a à la fois eu son procès pour association avec une organisation terroriste, puis il y a eu un autre procès pour enlèvement d'enfants. Il fallait savoir s'il y aurait une peine complémentaire ou si les 2 peines pouvaient être fusionnées, ce qui a été le cas finalement. Il y a ensuite les procédures qui sont liées avec le tribunal de la jeunesse pour savoir dans quelle mesure elle peut voir sa fille, dans quelles conditions, quelles sont les évolutions aussi. Puis il y a toute la dimension psychologique autour, puisqu'il faut voir des psychologues régulièrement, des experts. Après, il y a aussi les assistants de justice, qui sont les personnes chez nous qui suivent les anciens détenus pour voir si les conditions sont bien respectées et s'il y a un suivi, s'ils évoluent convenablement dans leur vie, s'ils font des études, etc. Donc effectivement, il y a un maillage institutionnel autour d'elle. Il y a aussi tout ce qu'on n'a pas montré, parce que déjà ça c'est lourd et il fallait que ce soit relativement digeste quand même pour les téléspectateurs. Pendant au moins 2 ans, il y avait des visites régulières au commissariat aussi, où elle devait pointer, quoi. Et finalement, ça devenait un café avec les flics du coin, puisqu'ils la connaissaient. Et en fait, tu vois aussi qu'il y a une distorsion entre les flics du coin de sa région qui la connaissent, etc., et qui boivent le café avec elle, et puis la police fédérale qui garde toujours un œil sur elle, puisqu'elle a été fort radicalisée, quoi. Et que on se dit toujours que oui, c'est toute la question de savoir est-ce qu'on peut faire confiance ou pas, quoi. De tout. C'est devenu une question de société en Belgique importante, la question de qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui reviennent, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que c'est une question qui est traitée avec la même urgence que c'est un sujet en France par exemple, mais c'est vrai qu'on a tendance un peu à l'oublier. Je ne sais pas si en Belgique c'est plus un sujet de discussion, de prise de conscience collective que par exemple en France. Non, c'est aussi une préoccupation, bien sûr, mais là, pour l'instant, le débat qui prévaut, c'est toute la question du rapatriement des enfants de djihadistes qui sont dans les camps toujours là-bas. Et cette question-là, pour l'instant, elle prend le pas sur l'autre. Mais il y a des structures qui ont été mises en place ici pour l'accompagnement, notamment un centre de prévention de la radicalisation. Mais à la fois, c'est une question qui est préoccupante et en même temps, c'est les risques de récidive, ils sont partout et ça concerne tous les détenus, j'ai envie de dire. Donc voilà, la question, elle revient régulièrement sur la table et en même temps, on sait très bien que voilà, tous les détenus ne récidivent pas et que dans toutes les catégories, c'est une question qui peut se poser aussi, quoi. Oui, c'est toujours le risque de créer une justice d'exception. Absolument. Elle en est où, Julie, aujourd'hui, en 2020 ? Alors, elle est en train de terminer son cursus scolaire pour obtenir un bac.
professionnelle et elle continue son combat pour voir sa fille plus longtemps. Et donc là, les visites qui étaient à 3 semaines vont probablement, et c'est pas encore décidé, passer à 2 semaines. Et donc voilà, c'est un rythme, je crois, qui est très lent pour elle, mais qui évolue doucement. Je pense que elle continue aussi son chemin spirituel avec le soufisme. Et je trouve que ça, c'est un aspect qui est hyper intéressant dans le documentaire. C'est que moi, souvent, on m'a posé la question quand je présentais le projet. On me disait, oui, mais pourquoi est-ce qu'elle est encore musulmane ? Et quand je lui posais la question, elle me disait, mais si j'avais été dans une famille d'origine musulmane, est-ce qu'on m'aurait posé la question ? Et donc, elle a trouvé dans le soufisme un autre, j'ai envie de dire un autre idéal, mais qui est un idéal qui est beaucoup plus apaisé et qui est quelque part plus tendance aussi, quoi, je trouve, parce que le soufisme, ça fait beaucoup penser à du développement personnel, en fait, où ça se passe beaucoup au niveau de soi, et c'est très tendance avec la société, ce côté un peu nombriliste dans la religion, tu vois ce que je veux dire. Et donc je trouve que c'est très contemporain et que ça, voilà, et que quelque part ça lui va bien parce qu'elle retrouve un équilibre là-dedans. Elle s'investit beaucoup dans le mouvement Floraison, qui est un mouvement qui existe en France, qui est assez actif mais qui communique pas beaucoup, et à la différence voilà, d'autres tendances de l'islam qui peut être beaucoup plus ostentatoire, quoi. C'est des gens qui sont très discrets. Et elle est en train de créer un mouvement similaire pour l'instant en Belgique. Et donc elle est voilà, à la croisée des chemins entre son combat pour sa fille, sa spiritualité et ses études pour essayer de retrouver un équilibre. Le prix de la déraison, le documentaire, on l'a dit, il est à découvrir en replay sur le site de la chaîne LCP, lcp.fr. Il sera aussi rediffusé le 15 février à 12h30 et à 23h58 le 16 février. Merci à Safia Kessas pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode.